Il y a des sujets qu'on évite, des sujets qu'on ressent, qu'on porte parfois depuis des années, mais qu'on n'ose pas vraiment nommer. Celui d'aujourd'hui en fait partie. Pourquoi un enfant ne respecte-t-il pas sa mère? Pas n'importe quel enfant, pas dans n'importe quelle famille, mais peut être dans la tienne. Peut être que tu es cette mère qui donne tout, qui s'efface, qui répète les mêmes choses 10 fois, qui se couche le soir avec ce sentiment étrange, douloureux, que quelque chose ne va pas, que tu fais tout bien et pourtant quelque chose cloche. Ton enfant te répond mal, il t'ignore, il te contredit devant les autres. Il te manque de respect d'une façon qui te blesse profondément, même si tu n'oses pas toujours le dire, ou peut être que tu es cet enfant devenu adulte qui commence à regarder en arrière et qui se demande pourquoi la relation avec ta mère a été si compliquée. Pourquoi tu ressentais cette résistance, cette rébellion, cette distance que tu ne savais pas toujours expliquer? Dans les deux cas, je suis heureux que tu sois là, parce que ce sujet mérite d'être abordé avec douceur, avec nuance et surtout avec une profonde humanité. Il n'y a pas de mauvaise mère ici, il n'y a pas de mauvais enfant. Il y a des dynamiques humaines, complexes, façonnées par des histoires, des blessures, des malentendus qui se sont accumulés au fil du temps. Et la psychologie, quand elle est bien utilisée, ne sert pas à juger. Elle sert à comprendre, à voir ce qu'on ne voyait pas, à ouvrir une porte là où on croyait qu'il n'y avait qu'un mur. Alors aujourd'hui, je voudrais t'accompagner à travers 7 raisons psychologiques profondes qui peuvent expliquer pourquoi un enfant ne respecte pas sa mère. 7 chemins de compréhension, 7 opportunités de transformation. Installe-toi confortablement. Prends le temps qu'il faut. Ce que tu vas entendre ne sera peut être pas toujours facile, mais je te promets que ça vaut la peine d'y aller. Commençons par la première raison, et c'est peut être la plus fondamentale, celle qui touche à la racine de tout lien humain. La confusion entre amour et autorité. Je rencontre souvent des mères qui m'expliquent avec beaucoup de sincérité qu'elles ont tout donné à leurs enfants, tout leur temps, toute leur énergie, toute leur tendresse, et elles ne comprennent pas pourquoi, malgré tout cela, leurs enfants ne les respectent pas. Parfois même, elles sentent que plus elles donnent, moins elles sont respectées. Ce paradoxe est douloureux, mais il s'explique. L'amour et l'autorité ne sont pas opposés, mais ils ne sont pas non plus la même chose. Un enfant a besoin des deux. Il a besoin de se sentir aimé inconditionnellement, oui, mais il a également besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui tient le cadre, quelqu'un qui dit non quand c'est nécessaire, quelqu'un dont l'amour ne disparaît pas quand il y a un désaccord, mais dont la position reste ferme. Le respect ne naît pas de la quantité d'amour reçu, il naît de la cohérence, il naît de la présence d'une structure intérieure chez le parent, d'une capacité à être à la fois doux et stable. Imagine un arbre. Les branches peuvent être souples, accueillantes, capables de se plier sous le vent, mais le tronc, lui, reste droit. C'est ce tronc qui permet aux branches de vivre. Si le tronc lui-même est instable, si l'arbre plie dans toutes les directions selon l'humeur de son enfant, quelque chose se perd. Les enfants, et cela est démontré par des décennies de recherche en psychologie du développement, les enfants ont besoin de ressentir que leurs parents ont une consistance intérieure, pas une rigidité, pas une dureté, mais une consistance, un sens de soi suffisamment stable pour ne pas être renversé par la première tempête émotionnelle. Quand une mère donne tout, quand elle s'efface entièrement pour son enfant, quand elle dit oui à tout par peur de le peiner, par peur de perdre son amour, elle envoie involontairement un message très particulier. Elle lui dit, sans le vouloir, mes besoins n'ont pas d'importance, tes désirs sont plus importants que mes limites. Et l'enfant, qui est un être en formation, qui apprend à comprendre le monde à travers ce qu'il voit et ce qu'il ressent, cet enfant intègre cette leçon. Pas consciemment, pas méchamment, mais il l'intègre. Et quand un enfant grandit avec cette conviction que les besoins de sa mère ne comptent pas vraiment, il lui devient très difficile de la respecter pleinement. Parce que le respect implique de reconnaître l'autre comme un être à part entière, avec ses propres limites, ses propres désirs, sa propre valeur. Une mère qui n'existe que pour son enfant finit paradoxalement par devenir invisible à ses yeux. Cela ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas, cela ne veut pas dire qu'il est ingrat,
Cela veut dire que la dynamique qui s'est installée ne laisse pas de place au respect mutuel. Et la bonne nouvelle, c'est que cette dynamique peut changer à tout âge, à n'importe quel moment. Quand une mère commence à se réapproprier sa propre valeur, quand elle apprend à dire non avec douceur mais avec conviction, quelque chose se réorganise dans la relation. J'ai vu des familles se transformer simplement parce que la mère avait commencé à s'autoriser à exister autrement que comme mère, à avoir des désirs propres, à refuser ce qui ne lui convenait pas. Et les enfants, même ceux qui résistaient au début, finissaient par répondre à cette nouvelle présence avec plus de respect, plus de considération, parce que le respect appelle le respect. Passons maintenant à la deuxième raison. Celle-ci est plus subtile, mais elle est d'une importance capitale. La transmission des blessures non résolues. Nous n'arrivons pas à la parentalité avec une page blanche. Nous arrivons avec une histoire, une enfance, des parents qui nous ont aimés comme ils pouvaient, avec leurs propres limites, leurs propres blessures, et nous avons appris dans cette enfance certaines façons d'être en relation, certains schémas, certaines attentes. Et parfois, sans même nous en rendre compte, nous reproduisons ces schémas avec nos propres enfants. Il y a une femme que j'appellerai Élise, non pour respecter sa vie privée, mais parce que son histoire m'a touché et qu'elle ressemble à tant d'autres. Élise avait grandi avec une mère froide, distante, peu expressive dans ses émotions. Élise avait appris à ne pas montrer ses besoins, à être forte, à ne pas déranger. Devenue mère, à son tour, Élise avait fait le contraire. Elle avait décidé d'être la mère aimante qu'elle n'avait pas eue. Elle était très présente, très affectueuse, très expressive. Mais quelque chose dans sa façon d'aimer portait une urgence, une intensité, comme si elle comblait en même temps les besoins de son enfant et les siens propres d'enfant non satisfaits. Son fils ressentait cette intensité. Il se sentait envahi, pas parce que la mère lui voulait du mal, mais parce que l'amour qu'elle lui donnait portait un poids qu'il ne pouvait pas porter. Un poids invisible, celui d'une blessure vieille de 30 ans qui n'avait jamais vraiment été nommée ni soignée. La psychologie parle de ce phénomène comme de la transmission intergénérationnelle des traumatismes. Ce que nous n'avons pas résolu en nous-mêmes, nous le transmettons à nos enfants, non pas par mauvaise volonté, mais par la simple force des choses, par nos réactions automatiques, par nos peurs, par les zones d'ombre que nous n'avons pas encore éclairées. Et quand un enfant grandit dans l'ombre d'une blessure non dite, il réagit souvent de façon qui peut ressembler à du manque de respect. Il s'éloigne, il résiste, il provoque, non pas pour blesser, mais parce qu'il essaye, à sa façon maladroite, de créer de la distance avec quelque chose qu'il ressent confusément comme trop lourd, trop intense ou trop envahissant. La question que je pose souvent dans ce contexte est celle-ci, quelle part de ce que tu attends de ton enfant appartient vraiment à ta relation avec lui et quelle part appartient à une histoire plus ancienne, une relation passée, un manque non comblé? C'est pas une question facile, mais c'est une question qui mérite d'être posée en silence, avec honnêteté, sans se juger, parce que dès l'instant où nous commençons à voir nos propres blessures clairement, dès l'instant où nous leur donnons une place dans notre propre vie intérieure, plutôt que de les laisser envahir la relation avec nos enfants, quelque chose se libère. La relation respire différemment. Si ce que tu entends jusqu'ici t'invite à réfléchir, si quelque chose résonne en toi, prends un moment pour t'abonner à cette chaîne. C'est une façon simple de continuer à recevoir des réflexions qui, je l'espère, t'accompagnent dans ce chemin de compréhension de toi-même et de tes relations. La troisième raison est étroitement liée à la précédente, mais elle mérite d'être examinée séparément. L'incohérence entre les paroles et les actes. Les enfants sont des observateurs extraordinaires. Avant même d'avoir les mots pour nommer ce qu'ils voient, ils ressentent, ils perçoivent les contradictions. Ils détectent l'écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Une mère peut expliquer à son enfant l'importance du respect, de la politesse, de la considération pour l'autre,
Mais si cet enfant observe que sa mère parle d'une façon à elle-même qui ne ressemble pas à du respect, si cet enfant voit sa mère accepter d'être maltraitée par d'autres adultes sans jamais réagir, si cet enfant constate que les règles s'appliquent différemment selon les humeurs ou les contextes, alors il apprend quelque chose de beaucoup plus puissant que les paroles. Il apprend que les règles sont négociables, il apprend que les mots ne correspondent pas toujours à la réalité et progressivement, il commence à tester les limites, à défier l'autorité, non pas par rébellion gratuite, mais parce qu'il cherche une cohérence qu'il ne trouve pas. Il y a quelque chose de très profond ici que j'aime partager. Les enfants n'apprennent pas tant de ce qu'on leur dit que de ce qu'ils nous voient faire. Ils apprennent en observant comment leurs parents gèrent le conflit, comment ils parlent d'eux-mêmes, comment ils traitent les autres, comment ils se relèvent après une difficulté. Et quand une mère dit à son enfant de ne pas crier, mais crie elle-même quand elle est stressée, elle n'est pas une mauvaise mère, elle est une être humain avec des failles, des limites, des moments de débordement. Mais si ces contradictions ne sont jamais nommées, si on ne reconnaît jamais devant l'enfant qu'on a mal géré une situation, qu'on aurait pu faire différemment, alors l'enfant reste seul avec sa confusion. La reconnaissance de ses propres erreurs est l'un des actes les plus puissants qu'un parent puisse faire. Dire à son enfant, tu sais, hier soir j'ai crié, ce n'était pas la bonne façon de réagir, je m'en excuse, ce n'est pas une faiblesse, c'est une leçon extraordinaire en soi. Cela enseigne à l'enfant que les adultes font des erreurs, que reconnaître ses torts est une force et que le respect n'est pas une performance mais une pratique quotidienne, imparfaite, vivante. La quatrième raison que je souhaite explorer est celle qui touche à la question de l'identité. C'est une raison particulièrement importante à l'adolescence, mais qui peut se manifester à n'importe quel âge. Le manque de reconnaissance de l'individualité de l'enfant. Chaque enfant arrive dans ce monde avec une nature propre, un tempérament, des sensibilités particulières, des façons de penser et de ressentir qui lui appartiennent. Et l'une des tâches les plus délicates de la parentalité est d'accueillir cet enfant tel qu'il est et non tel qu'on rêvait qu'il serait. Cela semble évident dit ainsi, mais dans la pratique, c'est l'un des défis les plus complexes. Parce que nous projetons sur nos enfants, nous y mettons nos espoirs, nos peurs, nos regrets, nous voyons en eux parfois ce que nous aurions voulu être, ou ce que nous ne voulons surtout pas qu'ils deviennent. Et cette projection, si elle n'est pas conscientisée, peut devenir un poids terrible pour l'enfant. Un enfant qui grandit en sentant qu'il doit constamment correspondre à une image que sa mère a de lui, qu'il doit réussir selon ses critères, ressentir selon ses attentes, aimer ce qu'elle aime, cet enfant finit par vivre dans une sorte de prison dorée et à un moment donné, il se révolte, pas toujours avec des mots, souvent avec des comportements, avec du retrait, avec de la provocation, avec ce manque de respect qui est en réalité un cri vers la liberté. Ce cri dit quelque chose de fondamental. Je ne suis pas toi, je suis moi. Vois-moi tel que je suis. Je me souviens d'avoir accompagné un adolescent que j'appellerais Lucas. Lucas avait une mère absolument dévouée, cultivée, passionnée de musique classique, qui avait rêvé pour lui d'une carrière artistique. Mais Lucas, lui, était passionné par le sport, par la mécanique, par des choses très concrètes, très physiques. Et chaque fois qu'il exprimait cet intérêt, il sentait une légère déception dans les yeux de sa mère, un sourire un peu forcé, une façon de ramener la conversation vers ce qu'elle préférait. Lucas n'était pas conscient de tout cela. Il ressentait juste une frustration sourde, un sentiment de ne pas être vraiment vu. Et cette frustration se traduisait par des comportements irrespectueux, de l'agressivité, un rejet de tout ce que sa mère représentait. Quand nous avons pu mettre des mots sur cette dynamique, quand la mère a commencé à faire l'effort difficile mais sincère de s'intéresser à ce que son fils aimait vraiment,
Non par obligation, mais avec une curiosité authentique, la relation a commencé à changer. Lucas s'est adouci, il a recommencé à parler à sa mère. Le respect est revenu presque naturellement parce qu'il se sentait enfin reconnu. Le respect, dans une relation, est souvent la réponse à la reconnaissance. Quand un enfant sent que sa mère le voit réellement, qu'elle accepte qui il est plutôt que qui elle voudrait qu'il soit, quelque chose se dépose dans son cœur, une confiance, une gratitude. Et à partir de là, le respect devient possible. Prenons un moment ensemble. Si jusqu'à présent quelque chose de ce que tu as entendu t'a fait réfléchir, t'a touché, t'a peu, être même un peu bousculé, c'est bon signe. C'est signe que quelque chose se réveille en toi. Prends le temps de t'abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des réflexions sur l'art de vivre ses relations avec plus de conscience et de bienveillance. La cinquième raison est l'une de celles que j'entends le plus souvent dans les consultations, mais que l'on nomme rarement clairement. C'est la raison que j'appelle l'ombre du contrôle bienveillant, la surprotection qui étouffe la croissance. Il existe dans notre culture une confusion très répandue entre aimer et protéger, comme si aimer son enfant signifiait le protéger de toute douleur, de toute difficulté, de toute frustration. Comme si une bonne mère était celle qui anticipe tous les obstacles et les efface avant même que son enfant ne les rencontre. Et cette intention est belle, elle vient de l'amour le plus sincère, mais ses effets peuvent être dévastateurs. Parce qu'un enfant qui ne rencontre jamais de difficultés, qui ne fait jamais l'expérience de l'échec, de la frustration, de la résolution d'un problème par ses propres moyens, cet enfant ne développe pas les outils intérieurs dont il a besoin pour affronter la vie. Et plus grave encore, il développe une certaine forme de dépendance. Il attend de sa mère qu'elle gère à sa place. Et quand elle ne le fait pas, ou quand elle ne le fait pas assez vite à son goût, il réagit avec colère, avec mépris, avec ce manque de respect qui, encore une fois, n'est pas du mépris au fond, mais de la frustration d'un être qui n'a pas appris à se confronter à ses propres limites. La surprotection crée aussi quelque chose d'insidieux. Elle envoie à l'enfant un message implicite. Ce message dit: tu n'es pas capable de te débrouiller seul, tu as besoin de moi pour tout. Et un enfant qui grandit avec cette conviction développe soit une dépendance anxieuse, soit une révolte violente contre cette image d'incapacité qu'on lui a collée. L'amour véritable, l'amour qui aide un enfant à grandir, c'est celui qui sait se retirer au bon moment, qui sait regarder son enfant trébucher en restant proche sans intervenir immédiatement, qui fait confiance à l'enfant même quand c'est difficile, même quand on mourrait d'envie de lui éviter cette expérience douloureuse. Il y a une image que j'utilise souvent, pense au papillon dans son cocon. Si tu coupes le cocon pour l'aider à sortir plus vite, tu lui épargnes un effort, mais tu lui voles en même temps la force que cet effort lui aurait donnée. Ce sont précisément les difficultés du cocon qui rendent les ailes du papillon capables de voler. Un enfant qui apprend que sa mère lui fait confiance, que ses erreurs sont acceptables, que les difficultés font partie de la vie et ne sont pas des catastrophes, cet enfant développe une solidité intérieure qui, tôt ou tard, se transforme en respect pour celle qui l'a aidé à trouver cette solidité. La sixième raison est peu être la plus douloureuse à entendre, mais c'est celle qui libère le plus quand on ose la regarder en face. La violence émotionnelle non reconnue. Je ne parle pas ici de violence physique ou de maltraitance au sens clinique du terme. Je parle de quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus répandu et qui cause pourtant des dommages considérables dans les relations mère-enfant. Je parle des mots qui blessent sans qu'on réalise qu'ils blessent. Des comparaisons, ton frère, lui, n'aurait jamais fait ça. Des remarques sur l'apparence ou les performances. Des silences punitifs, des culpabilisations répétées, des phrases comme tout ce que j'ai fait pour toi utilisées comme des armes de reproche plutôt que comme des offrandes d'amour. Ce type de communication, même lorsqu'il est involontaire, même lorsqu'il vient d'une mère épuisée, blessée, dépassée, laisse des traces profondes dans l'enfant.
Et voici quelque chose d'important à comprendre. Quand un enfant est blessé émotionnellement de façon répétée par sa mère, même de façon non intentionnelle, il développe des mécanismes de protection. Il s'éloigne, il se ferme, il devient défensif, il peut devenir agressif, irrespectueux, non pas parce qu'il ne l'aime pas, mais parce qu'il essaye de se protéger. Le manque de respect peut être un bouclier, une armure que l'enfant a construite pour ne plus souffrir. Et sous cette armure, il y a presque toujours de la tristesse, de la solitude, un désir profond d'être aimé autrement, de façon moins conditionnelle, moins culpabilisante, plus légère. Ce que je dis là n'est pas pour pointer du doigt les mères. Je le répète parce que c'est essentiel. Ces comportements viennent eux-mêmes de blessures non soignées. Une mère qui culpabilise son enfant a souvent elle-même grandi dans un environnement où la culpabilité était la forme principale d'expression de l'amour, mais la conscience est toujours possible. Et quand une mère commence à regarder honnêtement les façons dont elle communique avec son enfant, quand elle est capable de reconnaître que certaines de ses paroles ont pu blesser et de le dire simplement, sans se flageller, mais avec sincérité, alors quelque chose de très puissant se produit, la guérison devient possible des deux côtés. Nous arrivons maintenant à la septième et dernière raison. Celle-ci est plus liée aux dynamiques familiales dans leur ensemble, mais elle touche directement à la relation mère-enfant. L'absence de sécurité émotionnelle dans le foyer. Un enfant a besoin, pour se développer sainement, de se sentir en sécurité, pas seulement en sécurité physiquement, mais émotionnellement. Il a besoin de sentir que le foyer est un endroit prévisible, stable, où les émotions fortes sont accueillies, pas niées, pas étouffées, mais accueillies et régulées par des adultes capables d'y faire face. Quand un foyer est marqué par des conflits conjugaux intenses, par une séparation mal gérée, par des tensions permanentes, par l'absence d'un père ou la présence d'un père absent dans ses fonctions, par des problèmes financiers chroniques qui pèsent dans l'air de la maison, l'enfant grandit dans un état de stress permanent. Et cet état de stress chronique a un effet très particulier. Il met constamment le système nerveux de l'enfant en état d'alerte. Et un enfant en état d'alerte, un enfant dont le cerveau passe beaucoup de temps en mode survie, est un enfant qui a du mal à accéder aux parties de lui-même qui gèrent la régulation émotionnelle. L'empathie, la politesse, ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication. Un enfant irrespectueux dans un contexte familial difficile est souvent un enfant qui souffre et qui n'a pas encore les mots ni les outils pour exprimer autrement sa souffrance. Et la mère, parce qu'elle est la présence la plus proche, parce qu'elle est celle sur laquelle l'enfant peut se décharger en toute sécurité, même inconsciemment, la mère devient parfois la cible de cette souffrance non exprimée. Non pas parce qu'il ne l'aime pas, précisément parce qu'il l'aime, parce que c'est avec elle qu'il se sent suffisamment en sécurité pour laisser sortir tout ce qu'il contient. C'est l'un des paradoxes les plus touchants de l'amour parent-enfant. Ceux que nous aimons le plus sont souvent ceux à qui nous montrons le pire de nous-mêmes. Parce que nous savons, quelque part, qu'ils ne nous abandonneront pas. Et si tu es cette mère qui reçoit cette souffrance déguisée en irrespect, sache que tu n'es pas seul et sache aussi que cette dynamique peut être transformée, pas en devenant plus dur, pas en te blindant, mais en trouvant des façons de nommer ce que tu observes. En disant à ton enfant avec calme, je vois que quelque chose est difficile pour toi en ce moment, je suis là, tu peux me parler autrement. Cela ne change pas tout du jour au lendemain, mais ça plante une graine. Et les graines, quand elles sont arrosées avec constance et amour, finissent toujours par germer. Si tu m'as suivi jusqu'ici, je veux que tu saches quelque chose. Ce chemin que tu parcours, cette volonté de comprendre, de ne pas rester dans la plainte ou dans la culpabilité, mais de vraiment chercher à voir les choses autrement, c'est déjà un acte de transformation. Avant de conclure, si ce contenu t'a accompagné aujourd'hui, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à le partager avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Parce que ces sujets-là, on a tendance à les porter seuls. Et parfois, entendre quelqu'un dire à voix haute ce qu'on ressentait confusément depuis longtemps, ça peut changer quelque chose. Nous voici à la fin de ce voyage ensemble.
Et je voudrais prendre le temps de récapituler, non pas sous forme de liste froide, mais comme on repose ses bagages après une longue marche pour regarder le chemin parcouru. Nous avons parlé de la confusion entre amour et autorité, de cette tendance à donner tellement que l'on finit par disparaître, et comment retrouver sa propre consistance intérieure est l'un des actes d'amour les plus profonds qu'une mère puisse faire. Nous avons parlé des blessures qui se transmettent de génération en génération, non pas par malveillance, mais par méconnaissance, et de la façon dont regarder ses propres blessures est le premier pas pour ne plus les transmettre. Nous avons exploré l'incohérence entre les paroles et les actes et la puissance extraordinaire de reconnaître ses erreurs devant ses enfants. Nous avons réfléchi au droit de l'enfant à être lui-même pleinement sans avoir à correspondre à une image préconçue et à quel point être vu dans sa singularité est l'un des besoins fondamentaux de tout être humain. Nous avons parlé de la surprotection, de cet amour qui étouffe sans le vouloir et de la confiance comme cadeau le plus précieux qu'on puisse offrir à un enfant. Nous avons osé regarder la violence émotionnelle subtile, celle des mots qui pèsent, des comparaisons qui blessent, des silences qui punissent, et la possibilité toujours présente de la reconnaissance et de la réparation. Et enfin, nous avons parlé du foyer comme espace de sécurité émotionnelle, de ce que le manque de cette sécurité fait aux enfants et de la façon dont nommer la souffrance simplement avec douceur peut ouvrir des espaces là où tout semblait fermé. 7 raisons, 7 chemins, pas pour condamner, pour comprendre. Parce que la compréhension est toujours le début de quelque chose, elle ne règle pas tout d'un coup, elle ne guérit pas toutes les blessures en un jour, mais elle pose une première pierre. Et les premières pierres, quand on les pose avec intention et avec cœur, deviennent les fondations de quelque chose de nouveau. Je pense souvent que les familles ne se transforment pas dans les grandes décisions. Elles se transforment dans les petits gestes quotidiens, dans le regard qu'on pose sur notre enfant ce matin, dans le ton qu'on choisit quand on est fatigué, dans la façon dont on dit je suis là sans nécessairement savoir quoi faire, dans le courage de dire je t'aime et je ne suis pas parfait, mais je veux essayer de faire mieux. C'est cela, la vraie psychologie. Pas une liste de techniques, pas un protocole à suivre, mais une conscience vivante, attentive, humble, qui accepte de se remettre en question sans se punir. Et si tu es cette mère qui a écouté jusqu'ici, je veux te dire quelque chose directement, de tout cœur. Le fait que tu cherches à comprendre, que tu te poses ces questions difficiles plutôt que de rester dans la résignation ou dans la colère, c'est déjà une forme d'amour extraordinaire pour ton enfant. Il ne le sait peu, être pas encore, mais d'une façon ou d'une autre, ça finira par lui parvenir. Et si tu es cet enfant devenu adulte qui a reconnu quelque chose de ta propre histoire dans ce que tu as entendu, sache que comprendre d'où vient la souffrance de ta mère, comprendre les mécanismes qui ont façonné votre relation, ne signifie pas excuser l'inexcusable. Cela signifie te libérer du poids d'une histoire qui n'était pas entièrement la tienne. Et peut être un jour trouver dans cette compréhension un chemin vers quelque chose de plus léger, de plus libre, de plus vrai. Nous ne choisissons pas nos familles, mais nous pouvons choisir comment nous nous y rapportons, avec quelle conscience, avec quelle bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres. C'est là, dans cet espace de choix, que la transformation devient possible. Et c'est pour cela que ces conversations ont de la valeur. Non pas pour avoir des réponses définitives, mais pour continuer à se poser les bonnes questions. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Vraiment, prendre le temps de s'arrêter, d'écouter, de réfléchir à ces questions-là, c'est pas rien. C'est choisir de prendre soin de soi et des relations qui comptent. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Peut être une amie qui traverse une période difficile avec son enfant, peut être quelqu'un dont tu sais qu'il porte ces questions en silence depuis longtemps. On se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi